tous et bienvenue pour Ici l'Europe. L'Europe a tremblé après l'impact d'un missile qui a tué 2 citoyens polonais près de la frontière avec l'Ukraine, mais donc sur le territoire de ce pays membre de l'OTAN. Il apparaît aujourd'hui que cette frappe ne venait pas de Russie, mais elle interroge les capacités de réaction de crise et la solidité de l'Alliance Atlantique. Nous en parlons tout de suite en duplex depuis Bruxelles, quartiers généraux de l'OTAN, avec son numéro 2, Mircea Geoana. Bonjour, merci d'être avec nous. Rappelons d'ailleurs tout de suite votre itinéraire. Vous avez été nommé secrétaire général délégué de l'Alliance Atlantique en 2019. Votre pays, la Roumanie, en est membre de plein droit depuis 2004. Auparavant, vous avez été un acteur de premier plan de la vie politique roumaine, membre du Parti social-démocrate, l'héritier du Parti communiste. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, président du Sénat et même candidat à la présidentielle. Les pays européens sont sous le choc après l'explosion ce mardi d'un missile tombé sur le territoire polonais. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire aujourd'hui clairement ce qui s'est passé ? Bien sûr que ce fut un incident qui a provoqué pas mal d'émotions et c'est justifié de trouver les réponses. Le Conseil nord-atlantique a débattu ce problème il y a quelques jours. Vous savez très bien que nos alliés polonais, y compris avec des spécialistes des États-Unis, ils ont commencé une investigation, mais aussi les commandants militaires de l'OTAN et les services de renseignement de l'OTAN nous indiquent que c'est pas une situation d'une attaque délibérée ou une raquette égarée de la part de la Russie. Donc on doit laisser un peu de temps aux professionnels de faire l'enquête, mais c'est bien clair que l'OTAN est en même temps très vigilant. On a suivi de près les 100 attaques à missiles contre l'Ukraine le jour même, avant cet incident. Donc la capacité de vigilance et de défense de l'Alliance est formidable. En même temps, on doit aussi dire qu'on a une lucidité, un calme, une détermination afin d'éviter l'escalade. Donc c'est ça que fait l'OTAN. Nous défendons les pays alliés sur le flanc oriental. On aide l'Ukraine d'une manière soutenable. En même temps, nous veillons afin que l'escalation de ce conflit, qui est déjà tellement brutal, ne se développe dans un conflit entre la Russie et l'OTAN. Pourquoi ce missile n'a-t-il pas été détecté par les moyens de l'OTAN? Est-ce qu'on doit en déduire qu'il y a des failles dans le dispositif actuel? Un pays membre peut être touché sur son territoire. Je crois que c'est pas cet incident à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, c'est pas un indice de la capacité totale. Mais c'est vrai que nous avons besoin d'investir davantage dans nos systèmes de défense antiaérienne, anti-raquettes. On a au niveau de l'OTAN des dispositifs qui sont là, également au niveau national. Et je crois que le devoir de l'OTAN est d'intégrer les actifs et les batteries anti-raquettes que nous avons, y compris dans mon pays d'origine, à Deveselu, en Pologne, en Espagne, aussi avec les capacités nationales. En Pologne, ils ont des batteries patriotes de la part des États-Unis, c'est un truc bilatéral. Donc, il y a un travail qui a commencé depuis quelque temps et on va avancer vers le sommet de Vilnius de l'année prochaine de l'OTAN, d'avoir plus de réponses sur notre système intégré de défense anti-raquettes et anti-missiles. Parmi les 27 de l'Union européenne, on sent bien des différences de sentiments vis-à-vis de la Russie. Les pays baltes, par exemple, ont promptement réagi en demandant à l'OTAN d'assurer une meilleure défense anti-aérienne de la Pologne. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut faire ? On va tous, ici au sein de l'Alliance, investir, pas seulement pour le flanc oriental. Bien sûr que les pays de la zone baltique et bien sûr que la mer Noire sont des zones qu'on doit investir davantage. Et par ailleurs, je veux remercier la France parce que les chars Leclerc ont arrivé en Roumanie, je crois, hier. Donc on fait
une présence beaucoup plus forte et plus massive sur le flanc oriental. Mais ce système, c'est pas seulement dans l'est de l'Alliance. On doit faire ça pour tous les pays. 360 degrés, c'est ça le travail, la mission de l'OTAN. Parce qu'on a des choses d'altitude baisse, comme les drones. On a bien sûr des choses qui sont aux plusieurs étages. Et encore une fois, le rôle fondamental de l'OTAN est d'intégrer les efforts au niveau national avec les efforts au niveau de l'Alliance. Et c'est ça que nos commandants militaires et nous, la partie politique de l'Alliance, avec les capitales des pays alliés, nous faisons ensemble. Donc on va être fort sur le flanc oriental, mais fort partout, parce que les risques sont partout. Suite à cet incident, le président ukrainien a tout de suite affirmé que c'était un missile tiré par les Russes qui a tué 2 personnes en Pologne. Il a beaucoup insisté malgré les démentis quasi immédiats des États-Unis. Est-ce que l'attitude du président ukrainien commence à gêner, à fatiguer ses partenaires occidentaux ? Je crois que l'héroïsme du président Zelensky, du peuple ukrainien et de l'armée ukrainienne sont formidables. Donc, l'enquête a commencé. La relation entre la Pologne et l'Ukraine est très très étroite. Donc, je suis convaincu que l'enquête va donner d'une manière transparente les réponses. Et bien sûr que nous continuerons à soutenir l'Ukraine du point de vue militaire, humanitaire et économique. Et c'est ça le but principal de nous tous en Europe et dans l'Occident démocratique. Les États-Unis, évidemment, se sont les plus engagés aux côtés des forces ukrainiennes avec des livraisons d'armes conséquentes en valeur, en volume. Mais désormais, c'est vrai, depuis les midterms, il y a une majorité républicaine à la Chambre des représentants. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse de ce soutien à l'Ukraine et même peut-être à l'OTAN, comme plusieurs élus du camp conservateur l'ont exigé pendant la campagne ? Moi, je connais les États-Unis et la politique américaine très très bien. J'étais ambassadeur de mon pays à Washington pour des années. Et le soutien des 2 grands partis pour l'Alliance est très solide et impeccable. J'ai vu un sondage d'opinion qui a été fait il y a quelques jours. 80% des Américains ont de la confiance dans l'OTAN et soutiennent l'OTAN, y compris le soutien pour l'Ukraine. Donc bien sûr, la politique, c'est la politique, les élections sont des élections, mais il y a un fort consensus au sein de l'établissement politique américain et de l'opinion publique américaine pour l'OTAN et pour continuer à aider l'Ukraine. C'est vrai que cette guerre qui continue, et bien sûr que, surtout en Europe, parce que l'inflation et bien sûr le prix de l'énergie, difficultés d'approvisionnement, mécontentes de nos citoyens sont encore plus forts en Europe. Donc c'est important que de 2 côtés de l'Atlantique, nous continuons d'être résilients parce que les mois à venir seront aussi durs pour nos citoyens. Et c'est important d'avoir cette unité impeccable aujourd'hui, aussi demain et le lendemain, parce que cette guerre et cette situation va continuer à perdurer. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a promis que son pays resterait un allié fiable lors de sa visite dans vos quartiers généraux, c'était il y a quelques jours. L'Alliance Atlantique peut-elle compter sur l'engagement de l'Italie, un pays fondateur, alors qu'il est désormais dirigé par une coalition populiste avec des partenaires ouvertement pro-russes, comme Silvio Berlusconi ou encore Matteo Salvini? Écoutez, le secrétaire général a visité Rome, elle a visité la première ministre Meloni il y a quelques jours. L'Italie est un allié impeccable. Et c'est ça la démocratie. On a aussi en France, dans des autres pays, on entend des voix qu'ils ont pour des raisons différentes, parfois des raisons politiques ou politicianistes, parfois pour des raisons de nature sociale ou électorale, des positions divergentes. Mais je crois que l'unité que nous avons maintenant au sein de l'Alliance, l'unité, je dirais, impeccable au sein de l'Alliance aujourd'hui, avec tous les 30, et nous espérons d'avoir 32 alliés, est formidable. Et nous avons tout l'intérêt et nous avons toute l'intention de garder cette unité parce que c'est la force de notre alliance.
La politique, c'est la politique. On a aussi des courants et des sous-courants au niveau de nos sociétés qui parfois doutent. Mais qui pensait il y a 9 mois qu'on aura une guerre encore une fois en Europe après la Deuxième Guerre mondiale? Qui? Donc, le fait que l'OTAN est maintenant le facteur indispensable de la sécurité européenne, c'est une évidence pour tout le monde. Justement, cette guerre russe en Ukraine a poussé plusieurs pays à rejoindre l'OTAN, comme la Finlande et la Suède, sous la pression de la Turquie d'Erdogan, qui accuse les deux pays d'abriter les terroristes du PKK. Stockholm a voté mercredi un renforcement des lois antiterroristes que certains jugent liberticides. C'est pas un peu cher payer l'adhésion à l'OTAN? Tout d'abord, nous sommes très heureux du fait que les deux pays neutres jusqu'à maintenant ont décidé par leur propre décision démocratique. Un soutien populaire extraordinaire pour l'adhésion dans les deux pays. Une majorité, ultra-majorité, presque unanimité dans les deux parlements. Et l'OTAN n'a pas demandé à ce pays de venir vers nous. Ils ont compris que la Russie reste un acteur agressif et imprévisible. Ils ont préféré de venir dans le club qui assure les vraies garanties de sécurité. Après ça, nous sommes plutôt optimistes ici, au siège de l'OTAN. Et le secrétaire général a visité Ankara. On a reçu ici le nouveau Premier ministre suédois. C'est surtout... un mémorandum a été signé à Madrid lors du sommet de l'OTAN de juillet passé. Et les partis ont pris des obligations. Ce que nous voyons maintenant, y compris le vote dans le Parlement de Stockholm, ce sont les obligations que les partis, les trois pays ont pris lors d'un mémorandum qui a été signé au plus haut niveau. Donc nous sommes optimistes que le Parlement turc pourrait ratifier leur adhésion avant la fin de la session de printemps de l'année prochaine, parce que vous savez très bien, des élections présidentielles auront lieu en Turquie dans la première partie de l'année prochaine. Nous sommes plutôt optimistes que les deux pays vont devenir membres à part entière. Nous avons également le Parlement de Budapest en Hongrie. Nous avons des messages qui, lors du mois de décembre, ils vont ratifier. Et nous sommes optimistes que les deux pays qui sont des démocraties impeccables, sociétés résilientes, des forces armées de haute capacité, et en parlant des pays baltiques, ça c'est un renforcement important et une densité stratégique sur le flanc oriental et dans le nord. Alors 14 pays de l'OTAN associés à la Finlande ont annoncé leur intention de se doter d'un système commun de défense aérienne et antimissile, European Sky Shield, qui privilégie l'option d'acheter des équipements sur étagère, donc plutôt aux États-Unis. Il a été initié par l'Allemagne et ce projet se fera sans la France, qui compte, elle, se fournir auprès d'industriels européen plutôt. Nouvelle brouille franco-allemande, donc elle fragilise l'OTAN et les projets industrialo-militaires communs? Je dirais au contraire. J'étais présent à la cérémonie dont 14 ministres de la Défense. C'était la ministre allemande, c'était aussi le ministre britannique et pas mal d'autres pays qui étaient là. Donc tout investissement dans la défense collective de l'Europe, c'est une bonne chose pour l'Alliance. Et bien sûr que il n'y a pas de choses qui excluent d'une manière délibérée de notre part. Donc il y a pas mal de projets franco-allemands. J'ai vu dans la presse française, je crois ce matin même, que le projet pour l'avion de chasse de 6e génération continue. Donc on voit un besoin que les Européens investissent davantage dans notre défense. Aujourd'hui, de la totalité des budgets nationaux de l'Alliance tout entière, les pays de l'Union européenne investissent dans la défense seulement 20% et le reste de 80% sont les alliés non Union européenne. Donc il y a une asymétrie d'investissement et si on aura plus d'investissement par la France, par l'Allemagne, par la Roumanie, par tout le monde, on aura plein d'opportunités que les industries de défense et de sécurité de l'Europe puissent être plus fortes. D'une manière indirecte, nous aidons l'Union européenne et les pays de l'Union européenne
d'avoir moins de fragmentation. Et là, je vois pas mal des opportunités pour les industries françaises, allemandes, italiennes, roumaines. Cet exercice militaire grandeur nature que vous avez prévu pour le printemps prochain, Orion, alors ça va se passer en Europe, c'est la simulation d'un conflit majeur sur le sol européen. Il faut désormais s'y préparer. C'est vrai que le fait que la Russie a commencé cette guerre contre l'Ukraine a fait que le nombre d'exercices et l'intensité des exercices est encore plus haute chez nous. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes vigilants. Et comme la France est à la tête du groupe de bataille en Roumanie, nous avons 4 groupes de bataille supplémentaires. Nous avons une présence aérienne, navale et une capacité de fortifier le flanc oriental, plus d'exercices. C'est ça qu'une alliance défensive fait, parce que c'est important de faire que l'OTAN soit plus fort, que l'Union européenne soit plus forte, et ensemble de créer une complémentarité afin que nos sociétés sont plus résilientes, que nos armées sont plus performantes et que nos citoyens sont bien protégés. Merci à Johanna. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous, vous les téléspectateurs, auditeurs, de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'info sur France 24 ou sur Radio France Internationale.